Bonjour tout le monde, on va commencer la session. Merci beaucoup d'être là pour le premier webinaire d'une série de trois. En fait, les trois webinaires portent sur les risques électriques. C'est fait par des gens des associations sectorielles paritaires, de sorte qu'on veut aider, ce qui est notre mandat, les entreprises à se prendre en charge en matière de santé et sécurité, particulièrement sur les risques électriques. Pour faire un petit historique, il y a à peu près 2 ans de ça, plusieurs ASP se sont regroupés parce que l'électricité, c'est un sujet qui était commun à tous et on s'est rencontrés pour élaborer ce qu'on a appelé un programme de sécurité électrique, quelque chose de modulable, quelque chose d'adaptable qui serait bon pour tous les secteurs et pour toutes les entreprises. Parmi les étapes qu'on a fait, une de ces étapes-là, c'était de créer et d'utiliser, une fiche de planification de la sécurité des tâches en matière d'électricité. Et cette liste-là ou cette fiche-là, c'est ce qu'on va utiliser tout au long du webinaire d'aujourd'hui, donc de la présentation d'aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la fiche, on va parler des changements qui sont survenus en 2021 à la norme CSA Z462, qui est un peu la base de tout ça, la base technique de tout ça. D'où ça vient? Dans la norme, depuis déjà quelques versions de la norme, on recommande ou on demande d'avoir une fiche de planification de la sécurité. C'est un document écrit qui en fait est une espèce d'analyse de risque qu'on fait au début des travaux. Ce document-là, avant que vous me disiez, ah non, pas un autre document, on a plein de documents qu'il faut remplir, pourquoi remplir un autre document? Dans le fond, moi, je fais une grosse comparaison avec, par exemple, des permis de travail à chaud. Des fois, on les entend, les permis de feu ou des fire permits, ou peu importe comment vous l'appelez, et les permis d'entrée en espace clos. OK, ceux qui sont familiers avec ces deux concepts-là savent bien que on ne va pas préparer 2 jours à l'avance ou faire une tâche qui comporte une entrée en espace clos ou du travail à chaud sans faire une vérification, sans faire une analyse de risque, sans documenter cette analyse-là avant de commencer à travailler. Le risque électrique, c'est quelque chose qui varie. Autant que le travail en espace clos que le travail à chaud, les conditions vont varier d'une tâche à l'autre et ces conditions-là, si je ne les analyse pas au fur et à mesure, je risque d'en oublier. Et ça me permet aussi de me recentrer quand j'ai quelque chose à faire. L'électricité, ça ne pardonne pas, donc ça permet de me recentrer. Et cette fiche-là, elle est basée sur l'analyse des 2 principaux dangers électriques qui sont le danger de choc et le danger d'éclat d'arc électrique. Ces 2 dangers-là, quand je mets un travailleur à proximité, ça devient un risque. Comment je fais pour gérer ce risque-là? La fiche me donne des outils. La fiche n'est pas complète. La fiche reprend l'essence de ce qu'on retrouve dans la norme. On va même plus loin dans certains aspects que la norme a été. Vous allez voir où. Et il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans la fiche, comme par exemple, si on parle, est-ce que j'ai le bon équipement de protection individuelle? On ne va pas demander ou on ne va pas avoir d'informations sur cette fiche-là sur le programme de gestion, sur le programme d'entretien. Donc, si j'ai des gants dits électriques, comment je les vérifie? Est-ce que je les vérifie aux 6 mois tel que requis? Ça ne fait pas partie de la fiche, ça va dépendre des autres programmes, des autres processus qu'on a dans l'entreprise. On a la perspective du travailleur, donc les achats, la conception, l'entretien ne font pas partie de la fiche. Ces aspects-là, je vais y revenir parce qu'il y a eu des changements dans la norme et quand on veut prévenir, quand on veut réduire à la source, la meilleure place, c'est dès la conception, c'est avec un bon programme d'entretien. Okay, l'électricité, on ne peut pas penser qu'on va éliminer l'électricité, elle est dans notre vie pour y rester, mais une fois que j'ai accepté ça, il y a quand même moyen de réduire à la source avec une bonne conception, avec un bon entretien, on va réduire les risques pour le travailleur. L'autre chose que je veux régler tout de suite en commençant, c'est l'aspect de la CSA Z462. Est-ce que c'est une obligation? Donc, ce qui est clair, par rapport à la protection ou à la prévention des risques, c'est la loi sur la santé et sécurité qui, elle, impose à l'employeur d'avoir des méthodes, d'avoir des techniques pour identifier, contrôler, éliminer les risques. On doit former ou informer les gens, on doit fournir des équipements de protection individuelle. Donc, en gros, pour permettre aux travailleurs de ne pas se faire mal, ça me prend des systèmes en place. On ne dit pas comment. La loi, ce n'est pas un objectif de moyen, mais c'est un objectif de résultat. Je pourrais aussi ajouter à ça le code criminel qui, n'étant pas un avocat, je vais attirer mon discours sur 2 points. Le premier, c'est quiconque dirige l'accomplissement d'un travail. Donc ça vise l'entreprise, ça vise les superviseurs, ça vise la direction, ça vise les chefs d'équipe, ça vise quiconque, donc qui dirige l'accomplissement ou qui est habilité à le faire. Et l'aspect diligence raisonnable pour lequel j'ai besoin de démontrer
avec de la documentation à l'appui, c'est toujours plus facile, de démontrer que j'ai rempli 3 devoirs, c'est-à-dire devoir de prévoyance, d'efficacité puis d'autorité. Ça, c'est la base. Je suis obligé de faire ça. Si je ne le fais pas, il y a des conséquences qui sont définies. Par rapport au risque électrique, le 2 tiers des gens qui ont dit que c'était obligatoire, c'est que vous avez choisi de suivre la norme 462 pour répondre aux 2 exigences qui sont là, entre autres. Les autres, on dit que ce n'est pas obligatoire. Dans le fond, on ne réfère pas dans ces documents-là à la norme CSA Z462. Donc, si vous avez une alternative en place qui est équivalente à Z462, là, vous êtes en business. Donc, vous avez tenu compte de ça et vous avez des choses en place pour protéger vos travailleurs. Maintenant, si vous n'avez pas rien, vous n'avez pas d'alternative et vous n'avez pas Z462, vous avez peut-être un petit devoir d'introspection. Qu'est-ce que vous faites pour prévenir les dangers, prévenir les accidents auprès des travailleurs qui sont exposés à l'électricité? L'électricité, ça touche tout le monde. Ça touche l'électricien, ça touche l'électromécanicien, ça touche la personne qui met une chaufferette en dessous de son bureau branchée sur le power bar, qui est branché avec son ordinateur, le grille-pain, le chauffe-café. Donc, ça va couvrir plein de gens, plein de situations. Comment vous faites pour protéger les travailleurs? C'est la question que vous devez répondre. 462 vous aide à y répondre. L'autre chose qui est intéressante avec le 462, c'est qu'on est basé ou on est à côté sur une norme américaine. La 462, la norme américaine NFPA 70E sont remis à jour régulièrement. D'ailleurs, la 462, la dernière version était de 2018, maintenant 2021. Fait qu'on a un bon cycle d'à peu près 3 ans, qui est une des belles normes là, qui suit ce cycle-là. Et il y a des changements qui ont des impacts sur les travailleurs. Il y a des changements où on veut pousser plus vers la conception, vers l'entretien, qui va permettre aux autres facettes de l'entreprise de contribuer là, à la prévention des risques. Je vous réfère à un document qui est disponible sur le site de l'ASP Construction, donc merci à ASP Construction, qui est un document conjoint fait avec la Corporation des maîtres électriciens du Québec qui s'appelle Travailler hors tension. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques tableaux qui viennent de là. Ce document-là réfère à la norme 2018. Donc, il y a des petits changements qui, la norme 2021 qu'on va parler, ne se trouvent pas dans ce document-là. Donc, je vous recommande fortement d'acheter la norme 2021, qui a d'ailleurs été traduite, là, je crois qu'elle est disponible depuis le mois d'août. Donc, elle est maintenant disponible. Vous pouvez aussi y faire référence. La fiche de planification. Donc, on arrive à ça. Donc, je suis un travailleur, j'ai une tâche à faire, un peu comme le travail à chaud, le travail en espace clos. J'ai une liste de vérification à faire, j'ai un élément communication qui est important et j'ai une appréciation du risque, une évaluation du risque qui va me permettre de, est-ce que j'ai ce risque-là? Et si oui, comment je fais pour me protéger? La fiche, de la façon dont qu'on l'a bâti, on l'a bâti en, je dirais, essentiellement 7 sections et un verso qui permet une espèce d'aide à la tâche qui permet de référer, on peut y référer au verso en fait pour répondre aux questions du recto. Donc, ce qu'on retrouve à la première section, on va avoir quelle est la tâche qu'on va faire et quels sont les intervenants. Donc, la tâche, très important parce qu'il y a des tâches qui peuvent créer un risque d'éclat d'arc. Ces tâches-là sont définies dans la norme et le tableau là, du guide ASP CMEQ, donc le tableau qu'on va voir, fait référence aux tâches qui représentent ou pas un risque ou une probabilité d'éclat d'arc. La deuxième section, c'est un peu l'analyse de risques généraux. Donc, pour permettre d'utiliser le tableau, pour aller un petit peu plus loin, je vais me poser des questions de base. Donc, on va répondre à ça. On va les voir là, un par un dans le détail. Ensuite de ça, les sections 3 et 4, c'est des sections qui permettent d'apprécier le risque de choc et le risque d'éclat d'arc. Ceux qui sont familiers savent que bon, on va finir avec des distances de sécurité, on va finir avec des équipements de protection individuelle. Comment je fais pour aller chercher cette information-là? Je vais référer au tableau de la norme, qui sont aussi disponibles dans le guide, et je vais les noter sur le document. Donc, ça me permet vraiment de me focusser, est-ce que j'ai ce qu'il faut avant de travailler? Les dernières sections, 5, 6, 7, sont un mélange de, en fait, c'est un petit peu administratif, mais en même temps, je vais aller plus loin que le risque électrique. OK? Donc, la section 5, je vais analyser quels sont les autres risques qui existent pour la tâche que je vais faire. Bon, là, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs établissements qui ont déjà en place des programmes pour analyser les risques avant de faire la tâche. Pensez 5 minutes, pensez avant d'agir, peu importe les analyses que vous faites avant, posez-vous la question, est-ce que je peux modifier ce qui est existant puis ajouter le volet électrique? Ou est-ce que je devrais prendre le volet électrique pour piloter tout le reste? On ne peut pas séparer le risque électrique du risque de tous les autres risques. Ça vient ensemble, ça vient avec la tâche, il faut en tenir compte.
Dans certains cas, je vais avoir besoin des procédures d'urgence qui sont particulières, donc je vais les indiquer. Est-ce que, entre autres, les gens qui font de l'électricité, est-ce que vos premiers secouristes sont au courant qu'il y a un risque électrique chez vous? Est-ce qu'ils savent comment réagir si quelqu'un est victime d'un accident électrique? Très important de faire un lien avec ça. Et la dernière section, il faut aussi donner l'occasion d'une rétroaction aux travailleurs. Donc, dans un contexte d'amélioration continue, dans un contexte de bien comprendre les besoins, mais aussi de dire, regarde, j'ai ce document-là, je sais pourquoi je le fais, mais il y a des choses qui clochent dans le document, il y a des choses qui clochent avec l'installation, les équipements ne sont pas accessibles, j'ai cherché des gants pendant une demi-heure, j'en ai pas trouvé. Peu importe ce qui va pas bien ou ce qui va bien, mais d'habitude, c'est ce qui va pas bien, on peut le documenter là et ça prend quelqu'un qui le reçoit au bout. C'est un peu comme la boîte à suggestions dans l'entreprise. Si je mets une boîte à suggestions puis que le cadenas, on perd la clé puis qu'on la rouvre dans 3 ans, mais il va y avoir une démotivation. Fait que c'est un peu pour permettre d'avoir une boucle de rétroaction là, par rapport à l'utilisation du document. Donc, la fiche de planification pour le travailleur. Donc, moi, j'ai une tâche à faire qui est d'aller mesurer la tension sur un équipement. Donc, l'équipement, pour mesurer la tension, il doit être sous tension. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est un travail sous tension? Est-ce que c'est une activité permise selon la norme? Tout simplement, j'écris la date, j'écris l'équipement. Qui va remplir ce document-là? Ça va être une personne qualifiée. La personne qualifiée, c'est pas la personne qui dit, moi, ça fait 40 ans que je travaille, je sais ce que je fais. Oui, cette personne-là, c'est ce qu'elle fait. Mais la personne qualifiée, c'est selon la norme. Donc, on doit référer à la définition de la norme, qui est la personne qualifiée pour remplir ce document et quels sont les travailleurs qui vont faire quoi que ce soit. Ça se pourrait que j'ai besoin des travailleurs qualifiés ou non qualifiés, dépendant des tâches qu'ils vont être en train de faire. Et la tâche, dans ce cas-là, c'est mesure de tension. Est-ce que la mesure de tension est une activité ou une tâche qui impose ou qui amène une probabilité d'éclat d'arc? C'est un peu petit, mais c'est le document, le guide que vous avez, tire du tableau de la norme CSA, le tableau 2, une liste de tâches, et on va être capable à la dernière colonne, d'établir s'il y a une probabilité d'occurrence ou pas. C'est ce qui va déterminer si je dois me protéger ou pas. Si je n'ai pas de probabilité d'occurrence, je vais regarder les autres risques, mais le risque électrique, éclat d'arc est géré, donc je n'ai pas de problème. La colonne du milieu, état de l'appareillage, c'est ce qu'on va faire référence dans la question suivante. Et pour répondre à cette question-là, on va aller voir du côté du verso du document dans lequel on a défini quel était l'état de l'appareillage normal ou anormal. Fait qu'il y a des tâches qui, dans tous les cas, vont représenter un risque de probabilité d'occurrence. Il y a des cas qui, dans tous les cas, ne vont pas représenter de probabilité d'occurrence. Et il y a d'autres situations où la probabilité d'occurrence va dépendre, est-ce que mon appareil est en bon état? Donc, si j'ai un dispositif qui vient de déclencher, puis je ne sais pas pourquoi, et que je le réenclenche sans même me poser la question, je ne suis pas dans un état normal, il y a quelque chose qui cloche. OK? Donc, je ne devrais pas le faire. La deuxième section de la fiche, c'est là qu'on va répondre, est-ce que mon état est normal ou pas? Peut-être j'ai des commentaires à rajouter. Est-ce que je fais une tâche sous tension? Dans le cas qui nous concerne, oui. Je vais travailler sous tension, je dois prendre une mesure. Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail sous tension? Quelle est la différence entre la tâche et le permis de travail sous tension? Bien, la norme va dire, par exemple, si je fais du diagnostic, du troubleshooting en français, ou si je fais des essais, il y a certains types d'essais qui doivent se faire sous tension, mais qui ne peuvent pas se faire hors tension. Physiquement, je ne peux pas vérifier quelle est la tension sans que ça soit sous tension. À ce moment-là, je peux faire la tâche et par contre, je vais faire mon analyse de risque quand même. Le permis de travail sous tension, lui, va être imposé quand je veux modifier, réparer un appareil sous tension, donc quand j'ai besoin essentiellement d'autre chose que des sondes de mon multimètre. Comment je vais m'y prendre? Bien, le permis, c'est un document qui va avoir été créé. Je vais faire la même analyse de risque. Je n'ai pas le choix. Dans tous les cas, il faut que je me protège, donc je dois bien analyser les risques. La seule chose, c'est que le permis va exiger la signature d'une personne en autorité. Cette personne-là devra avoir la connaissance et le pouvoir, la compétence pour arrêter l'usine et dire on fait ça, ou l'établissement dire on fait ça hors tension. Et cette personne-là devrait aussi avoir eu un cours sur le code criminel, sur la loi C-21 là, pour comprendre c'est quoi l'impact. Donc, pour un impératif de production. Je veux continuer à fabriquer mes gizmos pendant une journée de temps. Je ne veux pas perdre 1 heure de temps. Ma production va baisser à la fin de la journée, mais on ne peut pas justifier de faire un travail sous tension. À l'inverse, si j'ai une tâche qui est plus dangereuse à faire hors tension que sous tension, et il n'y en a pas beaucoup, je pourrais le faire. La question suivante générale, est-ce que j'ai une fiche de cadenassage? Dans le cas qui nous concerne, pour prendre une mesure, je n'ai pas besoin de cadenasser. Je vous rappelle que l'article, la section sur le cadenassage, la sous-section sur le cadenassage du règlement santé et sécurité s'applique intégralement aux travaux de risque électrique. Donc, avant de travailler, j'ai besoin d'analyser quelles sont les sources d'énergie, comment faire pour en fait, je dois avoir l'équivalent d'une fiche de cadenassage. Donc, des fois, elle existe. Sinon,
je dois la faire. Et rappelons-nous que la personne qui a la charge de terminer la tâche, c'est souvent celle qui a la compétence pour faire la fiche de cadenassage. On doit protéger cette personne-là en ne lui imposant pas la pression de, je sais pas moi, par exemple, il faut redémarrer l'air climatisé dans le bureau du président. Fait que lui, il a la pression de faire une fiche de cadenassage à quadruple vitesse pour remettre l'air climatisé. On doit le protéger en lui donnant un processus d'approbation qui est efficace, qui est flexible, qui est agile, mais qui ne va pas contourner aucune des règles qu'on fait normalement quand on fait une fiche de cadenassage. Le point suivant, c'est le surveillant. Est-ce que j'ai besoin ou pas d'un surveillant? On en parle peu dans la norme. Et les ASP, quand on a préparé la fiche, on a décidé d'ajouter une espèce de tableau qui va permettre de déterminer en fonction du risque quel genre de surveillant j'ai besoin. Donc, si j'en ai besoin d'un, est-ce qu'il devrait être qualifié? Mais selon la norme, est-ce que c'est requis, c'est pas requis qu'il soit qualifié ou je suis pas obligé d'avoir un surveillant? Ça va dépendre du risque. Je vais vous montrer le tableau dans quelques secondes. Notre fiche, je vais dire avec fierté qu'on va un petit peu plus loin que la norme par rapport à ça, parce qu'on a eu énormément de questions. Est-ce qu'on a besoin de 2 personnes ou pas? Puis, on la met publique, là, cette fiche-là, donc elle va être utilisée dans les prochains mois. Donc, le surveillant, on va déterminer en fonction d'un tableau, est-ce que j'en ai besoin et quelles sont ses compétences. L'autre chose que la norme demande, c'est d'avoir une espèce de job briefing, une communication avant de faire les travaux. Donc, on sait quand on fait des travaux, je suis le département de maintenance ou je suis un sous-traitant, il y a des activités courantes qui vont avoir lieu. Comment je fais pour publiciser, communiquer des informations? C'est important d'avoir, oui, une communication. Et là, dans ce cas-là, on a eu une rencontre en début de quart, donc c'est comme ça qu'on a communiqué l'information et on a documenté ça. Donc, avec ça, on vient respecter là, les requis de la norme, ce qui est un peu standard si on regarde, par exemple, un permis de travail à chaud ou un permis d'entrer en espace clos, on veut que les gens autour soient au courant. Tantôt, je vous ai dit que l'état normal ou anormal serait défini. Donc, dans l'aide à la tâche, donc sur le verso de la feuille, vous avez les définitions de l'état normal ou de l'état anormal. En gros, installé, utilisé, entretenu adéquatement. Adéquatement, traduisons ça comme selon le fabricant et sinon selon les normes, qui existent des normes pour ça aussi. J'ai pas de couvercles qui sont ouverts, j'ai pas de portes qui sont ouvertes et j'ai pas de signe de défaillance imminente. C'est quoi un signe de défaillance imminente? De la suie, de la fumée, du bruit, ça vient de déclencher pour une raison inconnue. Donc, ça, c'est des signes de défaillance imminente. Surveillant requis, OK, sans passer trop de temps là-dessus, on a séparé nos tâches en 4 niveaux de risque. Le premier type, j'ai pas de danger électrique, je peux avoir d'autres risques, je dois faire mon analyse quand même, mais par rapport à la surveillance, c'est pas requis, à moins que j'ai d'autres aspects, je travaille isolé, travaille dans un espace clos, mais par rapport au risque électrique, j'ai pas besoin d'avoir personne d'autre si je suis en train de construire un garage, puis il n'y a pas d'électricité encore, puis je fais juste passer des conduits puis des fils. Donc ça, il y a d'autres dangers, mais il n'y a pas de danger électrique. Le type 4, celui qui a besoin d'un permis, j'en ai parlé, et dans ce cas-là, on demande un surveillant qualifié dans tous les cas. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver souvent dans aucun établissement, fait que ça va bien. Le type 3, c'est ce que notre travailleur doit faire aujourd'hui. Donc, il doit aller mesurer une tension. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir la fiche et dans ce cas-là, je suis à 600 volts. Fait qu'on parle sur le tableau d'un surveillant qualifié. Le type 2, c'est une vérification d'absence de tension. Donc, c'est dans un processus de cadenassage. Soit dit en passant, si j'ai une fiche de cadenassage qui répond à toutes les exigences du règlement santé-sécurité, c'est-à-dire j'ai des équipements de protection individuelle qui sont indiqués, j'ai des mesures spéciales, par exemple, mise à la terre temporaire, j'ai tout ça, c'est bien indiqué dans la fiche de cadenassage. Je ne devrais pas avoir besoin de passer au travers la fiche de planification parce que ça a été fait, ça a été procédurisé dans ce qu'on appelle une fiche de cadenassage. Dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Fait que si j'ai pas ça, je vais attaquer les tâches de type 2 comme les tâches de type 3, c'est-à-dire en utilisant la fiche de planification. Les 2 prochaines étapes sont l'appréciation du risque du choc électrique et l'appréciation de risque d'éclat d'arc. Même chose, ceux qui sont familiers savent qu'en fonction de la tension, j'ai une classe de gants. Dans ce cas-là, j'ai 600 volts. J'ai une classe de gants qui est classe 0, qui est bon jusqu'à 1000 volts. Le périmètre d'accès, donc, c'est les distances sécuritaires, donc limitées et restreintes. Ces 2 périmètres d'accès-là, qu'est-ce qui va me donner l'information? C'est la norme ou en référant au tableau là, du guide que vous avez. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé dans la version 2021, c'est que la tension minimale à partir de laquelle le risque existe en courant continu est passée de 30 volts à 60 volts. Pour ce qui est du courant alternatif, on est encore à 30 volts comme seuil minimum.
Est-ce que j'ai besoin d'outils isolés dans ce cas-là? Non, parce que je prends, oui, mon multimètre clé, mais j'ai pas de tournevis, j'ai pas d'autres outils isolés. Retour du courant possible et énergie emmagasinée, ben, c'est deux, à force de donner des cours à des différents établissements, on apprend qu'il peut y avoir d'autres sources. En fait, l'énergie emmagasinée, je peux avoir des condensateurs qui doivent se dissiper. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que je mets une mise à la terre temporaire? Retour de courant possible, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais si l'installation n'est pas adéquate, ça peut arriver. Là, on fait des travaux dans tous les types d'établissements. Donc, dans notre cas, il n'y en a pas, mais c'est quelque chose qui devrait être évalué avant de travailler. Donc, le périmètre, où est-ce que je vais obtenir l'information? Dans les tableaux. Par exemple, le tableau 1A, qui est pour le courant alternatif qu'on retrouve dans le guide. Si je suis à 600 volts, donc c'est la troisième ligne, j'ai un élément de circuit qui est mon panneau, donc c'est fixe. Il est à découvert parce que j'ai ouvert ma porte, donc mon périmètre d'accès limité est de 1 mètre et mon périmètre d'accès restreint, à partir duquel je dois avoir mes équipements de protection contre le choc, et de 30 cm ou 1 pied. Fait que je vais avoir l'information, fait que je vais être capable de compléter mon tableau. Le risque d'éclat d'arc, lui, c'est intéressant parce qu'en 2021, on a maintenant une nouvelle façon de déterminer quel est le type d'équipement de protection individuel qu'on a besoin, quel est le niveau, en fait, quelle est la catégorie arc flash des équipements que j'ai besoin. Ça, c'est la troisième colonne, j'y arrive. Je vais y aller avec le traditionnel. La première méthode, c'est une étude d'énergie incidente qui a été faite ou une étude arc flash. J'ai une étiquette sur un équipement et l'étiquette me dit que l'énergie incidente, donc l'énergie qui va être dégagée en cas d'arc électrique avec cet appareillage-là, est de 5 calories par centimètre carré. Mon périmètre d'éclat d'arc, je l'ai sur l'étiquette, 1,5 mètres, et comment je m'habille pour me protéger contre un éclat d'arc à 5 calories par centimètre carré, le guide, la norme vont me donner l'information. Donc, l'étiquette, par exemple, si vous voyez ici, j'ai protection contre les éclats d'arc électriques, j'ai un périmètre de sécurité de 1,5 mètre, j'ai une énergie de 5 calories par centimètre carré à ma distance de travail qui est de 45 cm ou 18 pouces. Okay, la particularité de cette étiquette-là, elle a été faite souvent par un consultant. On a une date. Elle doit être âgée de 5 ans ou moins, de moins de 5 ans en fait. Et dans celui-ci, j'ai aussi l'information sur les chocs électriques, la même chose qu'on avait tantôt. Donc 600 volts, 0, 1 mètre et 30 cm. Okay, donc, j'ai la même information que tantôt. La deuxième façon, ce qu'on appelait traditionnellement la méthode des tableaux, exige que j'ai accès à deux informations qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. La première, c'est le courant de défaut. Sur mon équipement, mon équipement a une capacité de courant de défaut, mais ça dépend vraiment de ce qui l'alimente. Qu'est-ce qui va alimenter mon dispositif de protection va causer le courant de défaut maximum. Le courant de défaut maximum pourrait être inférieur à la capacité de mon appareillage. Fait que je ne peux pas me fier nécessairement qu'à l'appareillage. Le temps de coupure, même chose, ça va venir des dossiers d'équipement. Souvent, même le courant de défaut, le temps de coupure, on va être capable d'obtenir ça en faisant des calculs de génie électrique. Pas toujours facile, on va aller voir le département. Si je suis une entreprise d'électricien, je suis un peu partout. Ils n'ont pas toujours mes clients l'information là-dessus. Pas toujours facile, donc je me protège. Je n'ai pas l'étude d'énergie incidente. La méthode des tableaux n'est pas possible parce que je ne suis pas capable d'obtenir cette information-là. Donc, on tourne un petit peu en rond. Dans le cas qui nous concerne, on l'avait, on est chanceux. Donc, on a un courant de défaut de 22 kA et un temps de coupure de 0,03 secondes, donc 22 000 ampères et 0,03 secondes. Quand j'utilise les tableaux, je suis capable de regarder quel type d'équipement que j'ai. Donc, par exemple, si j'ai un centre de commande moteur de 600 volts, donc avec un courant d'au plus 65 1000 ampères, j'avais 22, je suis correct, et j'ai au plus 0,03 secondes, j'ai 0,03, je suis correct. Donc, la catégorie d'équipement va être une catégorie 2 et ma distance de sécurité va être 1,5 mètre. Encore une fois, ces deux informations-là ne sont pas toujours faciles à obtenir. Là où on a progressé, je pense, beaucoup en 2021, c'est ce qu'on appelle le tableau de l'annexe V. Ils l'ont mis en annexe, mais ça fait partie intégrante de la norme. En tant que travailleur, je peux aller chercher de l'information directement sur le transformateur en amont de mon équipement ou sur le disjoncteur qui le protège ou le fusible si c'est le cas. Et à partir de ces informations-là, j'utilise les tableaux de la norme pour établir quel va être mon périmètre d'éclat d'arc et quelle va être la catégorie d'équipement de protection individuelle. Pour des raisons de copyright, je ne vous présente pas ce tableau-là, mais je vous présente un cas en particulier. Donc, si j'ai un transfo avec une valeur de 45 kVA, 45 000 voltampères, le périmètre d'éclat d'arc de la norme, c'est 2 mètres, et l'équipement de protection individuelle pour la tâche, ça va être une catégorie 2.
marqué. Donc, je reviens aux catégories. J'en ai parlé déjà dans la méthode des tableaux. Donc, je vais revenir aux catégories dans quelques instants. Où est-ce que je trouve ça, cette information-là? Bien, par exemple, pour le transformateur, je suis capable d'avoir le voltage primaire secondaire du transformateur. Je suis capable d'avoir la capacité, donc 10 kVA du transfo. Et j'ai une autre information que j'ai besoin parce que, bon, dans le tableau, on ne l'a pas mis, mais parce qu'il y a quand même, dans la norme, on parle de 12 notes qui suivent le tableau, d'un processus, d'un logidiagramme ou d'un flowchart qui me permet de prendre les bonnes décisions. Un des critères, c'est d'avoir une impédance supérieure à 3 %, donc j'ai 6, je suis en haut de 3, 10 kVA. Dans un autre cas de transfo, ici, j'ai 75 kVA, j'ai ma tension du transfo en amont et en aval, et j'ai mon impédance de 5,9 qui est en haut de 3. Le travailleur est capable d'aller chercher de l'information. S'il ne trouve pas le transfo, il peut regarder le disjoncteur, il peut regarder les fusibles si c'est le cas, et à partir du tableau de la norme, déterminer quel est le périmètre d'éclat d'arc et quelle est la catégorie d'équipement de protection individuelle qu'il a besoin. C'est une avancée parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans le département de maintenance, de fouiller dans le dossier d'équipement et de faire des calculs de génie électrique. C'est certain que les calculs sont en arrière de ces décisions-là du tableau, mais au moins, on a donné l'opportunité d'avoir de l'information terrain pour permettre de juger l'équipement de protection individuelle qu'on a besoin. Donc, la norme vaut la peine d'être achetée que pour ça. Donc, si je veux résumer, mes façons d'apprécier ou d'évaluer le risque d'éclat d'arc, il y en a 3. J'ai l'étude d'énergie incidente. Faut qu'elle ait moins de 5 ans, c'est, là je fais un petit commentaire éditorial, malheureusement, ce n'est pas encore généralisé, ce n'est pas obligatoire. Il y a des endroits qui l'ont, il y a des endroits qui ne l'ont pas. La deuxième méthode, pas toujours disponible sur le terrain. Et là, on va parler de catégories jusqu'à 5. Ça, c'est un changement de la norme 2021. Et la même chose, depuis 2021, l'annexe V. Là aussi, je vais référer à des catégories de 1 à 5. Un autre changement qui est survenu dans la norme, la création de la catégorie 5. Catégorie 5 veut dire que mon vêtement a une cote d'au moins 75 calories par centimètre carré. Au même titre que ce qui est indiqué dans le guide ASP Construction CMEQ, les autres ASP, on pense que 40 calories, on devrait penser 2 fois avant d'aller travailler sur un équipement qui dépasse 40 calories par centimètre carré. Mon vêtement va probablement résister, mais la projection dans le cadre d'une explosion va endommager le reste du corps là, de façon significative. Donc, ça va causer des blessures sur le souffle, des blessures sur l'impact à l'atterrissage, à ne pas négliger. On a quand même cette catégorie-là qui a été ajoutée en 2021. Les catégories, ça s'applique à quoi? Bien, en fait, quand on a l'information sur la catégorie, je peux référer à la norme ou au guide et de savoir qu'est-ce que je dois avoir comme vêtement. Donc, quelle est la catégorie arc flash que j'ai besoin? On le voit, au moins 8, au moins 25. Je dois avoir une surcouche qui répond aux mêmes catégories. Ma visière va également être couverte par ça. Le harnais, on a ajouté des vêtements haute visibilité, j'imagine qu'ils n'étaient pas disponibles auparavant et là, ils le sont. Et toujours penser à la sous-couche. OK, donc justement, ce matin, je donnais une formation et les gens n'avaient pas vraiment évalué la sous-couche. Donc, on se promenait avec des sous-vêtements en polyester, en nylon, en spandex, peu importe. Et donc, les gens ont dit, oh, il faut peut-être qu'on réfléchisse à ça. L'aspect surcouche et sous-couche à ne pas sous-estimer dans les choix des équipements de protection individuelle. La dernière section, ou les 3 dernières sections, on a les dangers. Pour simplifier, on a identifié les dangers de 1 à 23. Sur le recto et sur le verso, on a le nom du danger. Donc, l'idée, c'est qu'on peut encercler le danger qui s'applique à notre situation. On peut indiquer comment on va contourner le danger ou comment on va le contrôler. Si j'ai des mesures d'urgence particulières, je l'indique. Et encore une fois, le programme de gestion amélioration continue, ça prend une boucle de feedback ou de rétroaction du travailleur vers les gens qui ont mis ça en place pour être certain que ça marche, parce que c'est ça le but. C'est pas juste d'ajouter de la documentation, mais c'est vraiment, je répète, de se focusser, d'identifier les risques qui changent à chaque situation et de permettre d'améliorer pour simplifier la vie là, des gens par la suite. 2 autres aspects importants des modifications de la norme en 2021, c'est l'annexe 0 au niveau de la conception et l'entretien qui est le chapitre 5. Donc, je vous parle spécifiquement de la conception avant, parce que je pense que ça vient avant. On a fait des changements, entre autres dans la norme, à la section 425, on a maintenant l'opportunité d'utiliser des vérifications de tension permanentes. OK? Donc, ça permet quoi, ça? Je ne suis pas obligé d'ouvrir mon panneau pour aller mesurer mes tensions, pour aller mesurer l'absence de tension. Ça, c'est de l'élimination à la source. Encore faut-il que le vérificateur de tension soit approprié.
C'est pas n'importe quoi qu'on installe, ça prend quelque chose qui, en cas de défaillance, va être encore bon, va maintenir la fonction de sécurité. Donc, on a des vérifications à faire, mais maintenant, c'est accepté. Ça ne l'était pas dans la version 2018 de la norme CSA. Ça l'était dans la version 2018 de NFPA 70E, donc il y a probablement eu un rattrapage qui a été fait là. Les autres façons de réduire le risque à la conception, c'est par exemple réduire la probabilité d'occurrence. Si j'installe mon panneau, mon dispositif avec la méthode qu'on appelle finger safe, donc j'ai une norme qui me dit que si je respecte cette norme-là, les doigts ne pourront pas atteindre une zone qui est sous tension. À ce moment-là, je réduis la probabilité d'occurrence d'un choc électrique. Je peux avoir aussi, à la conception, des façons de réduire la gravité des blessures. Est-ce que je peux réduire l'énergie incidente? Okay? Est-ce que je peux changer des dispositifs pour avoir des dispositifs qui vont réagir plus vite, de sorte que l'énergie qui va être dégagée est plus faible? Et je dois être capable de travailler dans des conditions ou facilement dans des conditions sans risque électrique. Par exemple, si j'ai une fenêtre pour faire une thermographie, je n'ai pas besoin d'ouvrir le panneau et je n'ai pas besoin d'ouvrir la porte, je serai capable de voir au travers. Ça, c'est des exemples qui apparaissent dans la conception. Et au niveau de l'entretien, notamment le fait que l'entretien peut représenter un risque, l'entretien me permet d'avoir un système qui est plus fiable. Donc, je vais avoir mon système plus longtemps. Ça se peut que j'aie besoin de réparer mon système, mais si je l'entretiens comme il faut, il va durer plus longtemps, il va avoir moins de défaillances. Puis quand il y a une défaillance avec un individu ou une personne qui est proche, cette personne-là pourrait être blessée. Par exemple, je dois connaître l'état de mon appareillage critique. Je dois avoir de l'espace de travail autour des zones de travail. Je dois faire une vérification de mes mises à la terre. Je dois avoir mes schémas unifilaires, mes dessins doivent être à jour. Donc, l'entretien est un facteur très important. Comment je fais pour entretenir? Quel est l'entretien adéquat? Je l'ai mentionné tantôt, il y a les normes du fabricant, mais il y a aussi d'autres normes, comme par exemple CSA, qui dans la même famille Z463, qui est la famille de Z462, en fait, ce document-là était une ligne directrice. En 2018, il est devenu une norme, donc il y a eu une promotion. Très sérieux comme document, très complet. Quand on cherche l'information, on peut y référer. Période de questions. Est-ce que le fait d'avoir une catégorie 5 maintenant nous permet d'accepter une installation plutôt que de remplacer ses composantes internes? La norme a créé la catégorie 5. Comme j'ai mentionné, déjà en haut de 40 calories par centimètre carré, on a un risque important pour le travailleur. Ce n'est peut-être pas un risque de brûlure parce qu'il va porter le bon vêtement, mais on a un risque important de ce côté-là. Et si vous référez à la loi sur la santé et sécurité, l'élimination des dangers à la source, et on est très, très haut là, dans les articles. Donc, l'élimination des dangers à la source, c'est de travailler sur des composantes qui ne sont pas à risque. Donc, la réponse à cette question-là, ça devrait être non. La catégorie 5 existe, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas réduire à la source, ne pas éliminer à la source. La formation CSA Z462 doit être suivie à tous les combien d'années? La norme recommande une mise à jour à tous les 3 ans. Par hasard, la norme est modifiée à tous les 3 ans. Par contre, ce n'est pas tout. Si j'ai des nouveaux équipements qui rentrent, j'ai des nouveaux travailleurs qui arrivent, j'ai des nouveaux équipements, j'ai des nouveaux procédés. Donc, je peux avoir besoin d'adapter ma formation. Je ne sais pas, moi, j'ai un parc de véhicules, puis demain matin, j'ai des véhicules électriques qui arrivent. Je dois adapter ma formation pour ça. Je ne peux pas attendre 2 ans et demi, 3 ans pour y arriver. L'autre point, c'est si je pars en congé parental, et je suis très heureux de revenir un beau papa, mais 1 an et demi après, ça se peut qu'il y a des choses qui ont changé, fait que ça se pourrait que j'ai besoin d'être formé à nouveau. On m'avait dit que le survêtement peut être de moindre catégorie. Est-ce vrai? Ça pourrait être vrai. La combinaison de vêtements de différentes catégories doit être documentée, doit être supportée par une analyse qui a été faite par le fabricant. Réponse claire, si vous avez deux fabricants, donc l'imperméable arc flash et la combinaison arc flash de 2 fabricants différents, les chances que la superposition des couches ait passé à travers une analyse sont très faibles. La réponse est non. Si à l'inverse, c'est la même compagnie et qu'ils ont fait une analyse et que le tout présente un niveau qui est acceptable, là, selon l'analyse qu'on a faite, à ce moment-là, la réponse pourrait être oui. Sur un chantier de construction pour des travaux sur un bâtiment existant dont le propriétaire qui n'a pas de programme de sécurité électrique ni fait les calculs, qui est alors responsable d'identifier les risques pour les travailleurs? Est-ce que c'est le maître d'œuvre ou l'employeur ou encore le donneur d'ouvrage? Quand j'ai un maître d'œuvre, il va engager différents sous-traitants. Les sous-traitants vont lui remettre leur programme de prévention selon leur expertise. Fait que le maître d'œuvre n'a pas toujours, il y a une responsabilité. Là, on n'entrera pas dans toutes les responsabilités du maître d'œuvre, mais l'employeur du travailleur a, lui, cette responsabilité-là selon la loi, celle que je mentionnais tantôt. Donc, il doit s'assurer que le travailleur a ce qu'il faut pour mettre en place son analyse de risque,
son appréciation de risque, puis c'est les tâches pour réduire le risque. L'employeur va être le premier. Le travailleur va dire, regarde, moi, je sais qu'il y a un risque, je suis formé par rapport à ça, et l'employeur va avoir la première responsabilité. Maintenant, s'il y a des blessures sur le chantier, bien, tout ce beau monde-là pourrait être appelé là, à s'expliquer. Les multimètres de catégorie 3, 1000 volts, et catégorie 4, 600 volts, sont recommandés. Est-ce que les deux types de multimètres, de catégorie multimètres, sont recommandés? Bien là, ça va dépendre des tâches que vous faites. Mais généralement, en établissement, on va demander minimum catégorie 3. Là, je sais qu'il y a des gens d'Hydro-Québec là, autour, donc peut-être que pour vous, selon les tâches que vous faites, vous allez avoir besoin de catégorie 4, mais généralement la catégorie 3 pour les tâches. Donc, il existe, si vous voulez référer, là, il existe des standards où on va définir en fonction. L'infrastructure va avoir besoin d'une catégorie 4, l'utilisation sur des équipements va avoir besoin d'une catégorie 3. Généralement, votre multimètre, il y a les deux catégories, là, 3 et 4, jusqu'à 600 volts, 1000 volts, là, dépendant. Et assurez-vous aussi que les sondes ont la même catégorie que le multimètre. Donc, si vous remplacez, d'habitude, la sonde qui arrive originalement avec le multimètre va avoir la même catégorie. Si vous les remplacez, vous voulez une sonde qui est verte avec des poids jaunes, ça se peut qu'elle n'a pas la bonne catégorie et là, à ce moment-là, ça devient votre point faible. Est-ce que la norme parle des obligations au sujet des exigences de conception de la salle des MCC, par exemple, porte barrée, salle accessible au personnel autorisé seulement, etc.? À notre connaissance, en fait, je n'oserais pas répondre à cette question-là. C'est la bonne pratique. D'un point de vue de la norme, je ne sais pas, dans le code électrique, on a de l'information qui est aussi là-dessus. D'un point de vue bonne pratique, les salles électriques ne devraient pas être accessibles, devraient être à personnel limité là-dedans et les personnels qui vont à l'intérieur savent qu'ils ne doivent pas faire des tâches autres que ce qui est permis et s'ils doivent faire ces tâches-là, bien, passer à travers l'analyse de risque. Parce que là, on va être à proximité d'installations électriques et la proximité de ces installations vont causer des risques supplémentaires. Fait que par rapport à la norme, je ne peux malheureusement pas répondre, mais la bonne pratique, c'est clair qu'on doit gérer ça. Vêtements, arc flash, jusqu'où on va? Si on se fait demander des sous-vêtements, tucs, etc., c'est-tu justifié? On va aller dans le vêtement arc flash, on va aller jusqu'à ce que le travailleur soit protégé. Donc, si le travailleur est à l'extérieur, ben, il va avoir le casque, il va avoir le passe-montagne qui devrait réchauffer les oreilles aussi. Là où on a besoin d'aller, c'est comment s'assurer que le travailleur va être en parfaite sécurité. Est-ce que d'acheter des sous-vêtements en coton fait partie d'un équipement de protection individuelle? Je ne penserais pas. Est-ce que, par exemple, une femme qui voudrait travailler et qui a besoin d'un soutien-gorge, bien, le soutien-gorge doit avoir les mêmes propriétés qu'un harnais arc-flash? À ce moment-là, vu le coût, on parle plus probablement d'équipement de protection individuelle. Fait qu'on va jusqu'où le travailleur est protégé. Comment voyez-vous la mise en application de la norme pour des entreprises de services électriques? L'application de la norme pour les entreprises de services électriques. Donc, j'imagine qu'on pose la question en fait d'une entreprise qui donnerait des services électriques à n'importe quelle autre compagnie, là. Donc, ils ne sont pas propriétaires des installations, rien, là. OK. Mais l'entreprise de service doit s'assurer que ses travailleurs sont en sécurité. Okay, en premier lieu. Donc, et maintenant, je pense qu'avec la possibilité d'aller jusqu'au l'annexe V, que l'annexe V qui permet plus facilement aux travailleurs d'aller chercher l'information pour se protéger. Ça se peut que si je desserre une entreprise de pompes funèbres, que le propriétaire n'ait pas une grande connaissance des risques électriques, mais je dois m'assurer que mes travailleurs ne se font pas mal quand ils vont là. Pour éviter qu'ils se blessent, ils doivent avoir en main l'information qu'ils ont. On doit protéger les travailleurs, tout simplement. Qu'est-ce qu'un surveillant qualifié qu'on demande? Comme j'expliquais, la définition, le tableau sur les surveillants, donc sur le tableau qui faisait la liste de la qualification des surveillants ou des compétences des surveillants requis en fonction du niveau de risque, ça, on ne l'a pas tiré de la norme. Les ASP, on s'est regroupés, on a fait d'autres recherches et dans la norme, à ma connaissance, je n'ai pas vu rien là-dessus. Là. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais il y a quand même plusieurs pages dans la norme. Mais par rapport à ça, je ne l'ai pas vu dans la norme. Par rapport à comment on protège les gens, ben, c'est un travail en espace clos. Maintenant, il n'y a plus personne qui ferait une entrée en espace clos sans surveillant. Ça fait partie de la business, ça fait partie des choses à faire. On va faire un permis de travail à chaud, ça va prendre un surveillant de feu, donc quelqu'un qui a l'extincteur, qui sait comment l'utiliser. Quand on a ces habitudes-là, pour l'instant, pour les risques électriques, on ne croit pas que c'est uniforme, mais en établissant ça, bien, on va avoir, entre autres, du feedback des gens, mais c'est aussi basé sur nos recherches et de l'expérience, parce que parmi les gens des ASP, il y en a plusieurs qui ont travaillé dans l'industrie et c'est comme ça que ça fonctionnait dans certaines industries. Un avis qui dépasse 5 ans, peut-on refuser d'y travailler? Si on parle, parce que le 5 ans vient de la fiche ou l'étiquette Arc Flash,
Donc, si j'ai une étiquette Arc Flash qui date de plus de 5 ans, est-ce que je refuse de travailler? En fait, c'est possible que cette étiquette-là ne soit plus bonne, c'est possible qu'elle soit bonne. Je n'ai pas l'information, donc je vais utiliser une des deux autres méthodes, la méthode des tableaux, la méthode de l'annexe V, pour savoir comment me protéger. Ces deux autres méthodes-là sont moins précises, mais d'un autre côté, il m'offre une assurance supplémentaire. Donc, peut-être que sur l'étiquette qu'on a vue tantôt, là, où j'avais 5 calories, 1,5 mètres, je fais la même analyse avec la méthode du tableau de l'annexe V et j'arrive avec 2 mètres comme périmètre. Et je vais utiliser 2 mètres comme périmètre. Donc, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Ça veut peut-être dire que je vais faire une analyse de risque différente en utilisant une autre méthode. Merci tout le monde. C'est ici qu'on va se quitter.